Bon dia i benvinguts a tots els participants en aquestes jornades. En nom del grup de biblioteques infantils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya, donar especialment la benvinguda al senyor Jacques Vidal Naquet, director del Centre Nacional de Literatura per a la Joventut, centre hereu del tan conegut La Joie par le Livre, nascut el 1963 i integrat com a servei, aquest centre, dins la Biblioteca Nacional Francesa l'any 2008. El centre que dirigeix el senyor Vidal Naquet depèn del Departament de Literatura i Art de la Biblioteca Nacional Francesa. Desitgem i esperem que la seva intervenció ens il·lumini, il·luminats, i ens faci prendre consciència de la necessitat de preservar i conservar el patrimoni pel futur. Aspectes com ara què conservem, sota quins criteris, definir els centres de conservació d'un país, disposar d'un pla a nivell nacional, que França ja s'ha plantejat i ha trobat resposta, en alguns casos exitosa, en d'altres ja ens ho explicarà, doncs poden ser-nos de vital utilitat envers l'objectiu de vetllar per la conservació del nostre patrimoni literari per infants i joves del nostre país. Així doncs, esperem que el senyor Vidal Naquet ens il·lumini i ens faci prendre consciència d'aquesta tasca de conservar el nostre patrimoni. Molt bé, endavant. Vamos a tratarlo así. Antes de nada, quisiera agradecerles a los organizadores por haberme invitado en el marco de estas jornadas dedicadas a la literatura infantil y juvenil catalana, de un punto de vista patrimonial. Mi ponencia se hará en francés, lo siento. No sé si hay alguien que entienda el francés aquí. Ah, bueno, ya tenemos pero yo creo que tenéis la traducción en catalán, entonces entre los dos haremos, y por supuesto estaré dispuesto a contestarle a su pregunta en castellano. Desgraciadamente no hablo el catalán, pero me queda algunos años para tratarlo, de aprender. ¿Esto cómo funciona? A ver cómo funciona esto primero. Espera un momento. Si no puedo mover la... Ah, perdón. Bonjour, bon dia. Le titre que j'ai donné à mon intervention aujourd'hui, si un momento estoy demasiado largo, me lo dice, una hora. Bueno, vale. Le titre que j'ai donné à mon intervention aujourd'hui reprend le titre d'un colloque organisé par la Bibliothèque de l'Heure Joyeuse, première bibliothèque pour enfants en France, créée en 1924, qui jeta les fondements de la réflexion qui a conduit à se poser la question de la conservation de ce patrimoine de la littérature pour la jeunesse. Nous tenterons de répondre à plusieurs questions. Pourquoi conserver des livres pour enfants? Quelle drôle d'idée. Pour qui conserver? Que conserver? Comment conserver? Et comment faire connaître ces fonds au plus grand nombre? Quels sont les acteurs de cette conservation en France? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous dire un mot, como de dónde hablo, hablarle un poco del Centre National de Literatura Infantil y Juvenil. Je voudrais donc vous présenter le Centre National de la Littérature de Jeunesse, organisme que j'ai le plaisir et l'honneur de diriger depuis 10 ans maintenant. Vous avez... Voilà. Vous avez ici sur l'image quelques dates importantes à connaître pour l'histoire de cet organisme.
C'est un centre qui est l'héritier d'une structure qui s'appelait La joie par les livres, La felicidad por los libros, todo un programme que vous connaissez peut-être, organisme qui a été créé en 1963 et qui est un service spécialisé aujourd'hui du département littérature et art de la Bibliothèque nationale de France. Ses missions: encourager l'accès des enfants aux livres, à la lecture et à la culture, repérer le meilleur de la production éditoriale et promouvoir une littérature jeunesse de qualité, conserver et mettre à disposition du public l'ensemble de la production française de littérature de jeunesse, proposer aux professionnels et aux médiateurs du livre l'information et la formation, soutenir et valoriser la recherche dans ce domaine. Creo que vamos a tener una intervención de Teresa Maña a propósito de la investigación aquí en Cataluña. Será muy interesante para mí. Intégré comme service de la Bibliothèque nationale depuis le 1er janvier 2008, La Joie par les livres a été créée en 1963 à l'initiative d'une mécène privée, Anne Gruner-Schlumberger. La familia Schlumberger es la familia de en Francia que tiene su dinero por el petróleo. Cette création intervient dans un contexte historique particulier qui connaît parallèlement le développement de la scolarisation en maternelle, 3-6 ans, l'allongement de la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans et le développement des bibliothèques publiques et en leur sein des services destinés aux enfants et aux adolescents. Un regard neuf est porté sur l'enfant dans la mouvance des événements de mai 1968 et de la diffusion de la psychanalyse. Ça va vous... Des facteurs qui favorisent l'émergence d'un marché du livre de jeunesse. Dans les mêmes années, naissent les éditions de l'École des loisirs. No sé si conocéis las ediciones de l'École des loisirs. Aquí el catálogo de l'École des loisirs se encuentra el editorial Corimbo, creo. No sé si publica también, creo que publica también en catalán, ¿no? Bueno. En 1960, donc l'École des loisirs est créée en 1965 comme la bibliothèque de la joie par les livres. De même, une revue de Bayard qui s'appelle Pomme d'Api, no sé si existe una versión castellana, qui est une revue pour la jeunesse importante qui se développe dans ces années-là. Et il faut savoir aussi qu'en 1964 a lieu la première foire internationale du livre pour la jeunesse à Bologne, en Italie. Comme le rappelle Anne Marinet, qui est une collègue qui a longtemps dirigé les bibliothèques pour la jeunesse à Toulouse, La joie par les livres est née de la volonté, de la ténacité d'une mécène privée, Anne Gruner-Schlumberger, qui avait le projet un peu fou d'implanter dans un quartier populaire de la banlieue parisienne, à Clamart, une bibliothèque destinée aux enfants. Cette bibliothèque devait offrir ce qu'il y a de meilleur dans la production internationale du livre pour enfants. Le livre devait être associé à d'autres supports, à d'autres moyens d'expression mis à la portée des enfants et la bibliothèque être à la fois un lieu de vie et un terrain d'expérimentation pour toutes les approches de la lecture. Hoy, no sé si aquí en España se dice de la misma manera, se habla de la biblioteca tercer lugar, la bibliothèque troisième lieu. Aquí tenemos ya en 1965 la misma idea, que la biblioteca es un sitio donde, claro, tenemos que encontrar libros, pero también tenemos que encontrar gentes y estar en un sitio agradable para vivir. La bibliothèque fut inaugurée le 1er octobre 1965 avec un fonds préparé par 3 bibliothécaires spécialisés, dont 2 étaient formés à la bibliothèque de l'Or-Joyeuse, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il s'agit de Lise Encrevé, Christine Chatin et Geneviève Patte, que peut-être certains d'entre vous connaissent le nom, qui dirigera La joie par les livres jusqu'en mars 2001.
Lieu expérimental qui connaîtra une renommée internationale en raison de l'esprit novateur qui y régnait, mais aussi de la création en parallèle d'une revue, le bulletin d'analyse des livres pour enfants, devenu en 1976 la revue des livres pour enfants. La création d'un centre de documentation et la conduite d'actions de formation qui feront école. Après plusieurs rattachements administratifs successifs, le 1er janvier 2008, la Joie par les livres devient le Centre national de la littérature pour la jeunesse. Excusez-moi. Cette nouvelle entité reprend l'ensemble des attributions de la Joie par les livres, à l'exception de la responsabilité de la bibliothèque, qui est en banlieue parisienne, et des jeunes de Clamart, qui est confiée à la mairie de Clamart, à l'alcaldia de Clamart, depuis le 1er avril 2007, et qui a été confiée par la mairie à une association qui s'appelle la Petite Bibliothèque Ronde. Le Centre national de la littérature pour la jeunesse offre un ensemble de ressources documentaires et de services uniques en France sur la littérature de jeunesse et la lecture des jeunes. Ce service du département littérature et art poursuit son action en faveur du développement de la lecture des jeunes, la promotion de la littérature pour la jeunesse à travers le développement de ressources documentaires, à travers une action de formation initiale et continue, des publications et une action internationale. Depuis le 22 septembre 2009, une salle de lecture de la bibliothèque du Haut-Jardin, qui est la Biblioteca Nacional, está dividida en dos bibliotecas, una biblioteca de investigación, que está reservada a los investigadores, visto en un punto de vista bastante amplio, y una biblioteca para todo el público. Y tenemos una sala en esta biblioteca. Ce qui, d'ailleurs, on en reparlera, est un événement de créer une salle dédiée à la littérature de jeunesse s'adressant aux adultes. Si le premier public du Centre national de la littérature pour la jeunesse est celui est celui des professionnels de la lecture publique, en particulier en raison de son action de formation initiale et continue, le service s'adresse plus largement à l'ensemble des personnes qui s'intéressent à la littérature pour la jeunesse, des familles ou du simple curieux ou nostalgique aux chercheurs, sans oublier les étudiants, les conteurs, les enseignants et l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre. Le Centre national de la littérature pour la jeunesse fonde son expertise sur l'analyse de la production depuis sa création, production en croissance constante, comme en témoigne ce tableau, qui s'arrête en 2014, mais en réalité le mouvement continue. Production en... Excusez-moi. Et sur son intervention dans le champ de la formation professionnelle. L'équipe du Centre national de littérature pour la jeunesse, aidée de ses partenaires, rend compte de son travail de sélection à travers des présentations critiques régulières, des nouveautés éditoriales dans une salle comme celle-ci, et de ses publications au premier rang desquelles la revue des livres pour enfants. Le Centre national de la littérature pour la jeunesse met en œuvre une action de sensibilisation et de promotion autour de la littérature jeunesse. Des ressources documentaires, on l'a déjà dit, à travers un site internet, des publications, la revue des livres pour enfants qui est ici. J'ai laissé à la bibliothèque un numéro de la revue en anglais que nous venons de publier pour la foire de Francfort, et aussi un numéro en français qui s'appelle « J'aime pas lire ». Qui parle des difficultés d'apprentissage de la lecture des enfants qui ne veulent pas lire, ce qui est toujours très déstabilisant pour les bibliothécaires. Un programme annuel de formation continue avec des stages, des journées d'études. La semaine dernière, nous organisions à Montpellier, donc pas très très loin d'ici, une journée d'études qui s'appelait Innovation et expérience en direction des adolescents, les années collège. Des journées d'études, un colloque et des cycles de rencontres
avec des auteurs, des éditeurs ou des conférences, ainsi que de conférences de chercheurs sur la littérature de jeunesse. Et des actions internationales. Alors ça c'est notre site internet dans sa version prochaine, parce que nous avons une nouvelle version. Si vous alliez aujourd'hui, il n'a pas encore cette tête-là, mais c'est celle qu'il aura, j'espère, dans quelques semaines. Como siempre en los proyectos de renovación de un sitio internet, siempre es más tarde que lo que piensas. Entonces, normalmente tuviera que estar ya en línea, pero estará dentro de unos días. Bueno, desde el final del año, creo. Bueno, comme il m'a été demandé par les organisateurs, mon intervention s'attachera maintenant à évoquer la question de la littérature pour la jeunesse en France d'un point de vue patrimonial. Quelle perception, quelle conservation, quels acteurs? Je tiens à préciser que même si je suis impliqué personnellement dans la conservation partagée en France depuis près de 20 ans, mon intervention s'appuie aujourd'hui principalement sur des ressources accumulées par ma collègue Virginie Meyer, en charge aujourd'hui de ce dossier au Centre national de la littérature pour la jeunesse. Ne lui a pas permis d'être des vôtres aujourd'hui. Qu'est-ce que la conservation? Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que la conservation? Peut-être est-il utile de rappeler la définition de la conservation que propose une charte française de la conservation dans les bibliothèques dans plusieurs de ses articles. Charte qui a été élaborée en 2011 et publiée par le ministère de la Culture français et la Fédération interrégionale du livre et de la lecture, organisme qui fédère l'ensemble du livre en France. Nous avons en France des structures région par région qui, je reviendrai tout à l'heure dessus, jouent un rôle de coordination des politiques en direction du livre et de la lecture. Dans son article 7, la conservation est l'activité par laquelle le responsable d'un document ou d'un fonds s'assure qu'il le met à la disposition du public présent et à venir dans le meilleur état possible d'intégrité. Article 10, la conservation préventive est l'activité par laquelle le responsable d'un document ou d'une collection prévient ou limite son altération, sa détérioration ou sa perte en lui assurant des conditions optimales de conservation. Un bâtiment, un marquage, une identification, un conditionnement du mobilier, du nettoyage, des conditions climatiques de conservation, une sécurité, une sûreté, la définition, la mise en place éventuelle de plans d'urgence en cas d'inondation ou de ce genre de choses. Article 11, la conservation-restauration est l'activité par laquelle le responsable d'un document ou d'une collection arrête ou limite sa détérioration et préserve sa fonctionnalité par une intervention directe ou indirecte. Ça peut être des traitements psychochimiques en cas de champignons ou ce genre de choses, une reliure, des petites réparations ou voire même de la restauration. Mais pourquoi conserver des livres pour enfants? Est-ce bien sérieux? Si la nécessité de conserver la littérature pour la jeunesse apparaît de façon relativement récente, c'est parce que le livre pour la jeunesse n'acquiert le statut d'objet patrimonial que récemment, lui aussi. Lors d'un colloque consacré à la conservation partagée, qui s'est tenu en 2004 à la Bibliothèque nationale, Noël Ballet, una colega francesa, à l'époque responsable de la mission patrimoine pour les bibliothèques de la ville de Paris, pointait alors l'apparent paradoxe à associer le livre pour enfants et la notion de conservation. Je cite, « Objet éphémère s'il en est sur le marché de l'édition, fragile, mince et peu coûteux, conçu d'abord pour être malmené par de petites mains impatientes. Il y a quelques contradictions entre la nature même du livre pour enfants et la forme de sacralisation inhérente au statut de document patrimonial. Conserver des livres pour enfants, est-ce bien sérieux?
Si c'est peu à peu devenu une activité sérieuse, c'est parce que la notion même de patrimoine a évolué. Le mot patrimoine vient du droit privé, dérivé du latin pater. Il désigne ce qu'on a reçu de son père, de ses aïeux. Peu à peu, il en vient à désigner la fortune mobilière ou immobilière d'une personne privée ou morale. Puis apparaît, avec la Révolution française, l'idée d'appropriation collective au bénéfice de toute une communauté humaine, d'un bien commun. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, la notion de patrimoine a évolué, s'est élargie, passant du prestigieux au spécifique et au symbolique. On insiste d'abord à un élargissement vers des objets moins légitimes. Le patrimoine, je cite encore ma collègue Noël Ballet, ce n'est plus seulement la cathédrale, le château, mais aussi le lavoir, et la mine. Ce n'est plus seulement Mozart, Manuel de Falla, Turina, et Chateaubriand, mais le chanteur des années 30 ou le feuilleton télévisé. Plus seulement le livre rare, ancien ou précieux, mais la littérature de colportage, la presse quotidienne, régionale, l'image d'Épinal ou le menu de banquet. Du côté du livre pour enfants, on observe le même mouvement d'élargissement. On ne s'intéresse plus seulement à la cathédrale, ce serait en France les grands albums de Gustave Doré. Je ne sais pas si vous connaissez ici Gustave Doré. Les contes de Perrault, les livres de Job, qui sont des grands livres d'histoire, dont par exemple Le Grand Napoléon des petits-enfants, qui est paru en 1893. Boutet de Monvel, un grand illustrateur français, qui a publié un Jeanne d'Arc en 1896, ou Macao et Cosmage, ici, qui est le premier livre, un des premiers livres édités pour les enfants au XXe siècle par ce qui deviendra les éditions Gallimard. À l'époque, c'est la NRF. Mais aussi la mine, comme sur les ouvrages papier. Mais aussi à la mine, comme ces ouvrages sur papier de mauvaise qualité ou sur tissu, l'imagerie d'Épinal, des livres de prix. Dans le même temps, on passe aussi à une notion de collection. La notion d'objet unique, exceptionnel ou monumental s'efface devant celle de collection. Des objets peu prestigieux et de faible valeur prennent un sens les uns par rapport aux autres et reçoivent leur statut patrimonial du fait de leur rassemblement en un tout hiérarchisé. C'est vrai par exemple pour les abécédaires, objet qui n'a pas beaucoup d'intérêt pris isolément, mais qui est intéressant d'étudier en masse, qui dit beaucoup de choses sur les valeurs d'une époque. Vous pouvez par exemple consulter toute la collection d'abécédaires de la Bibliothèque nationale de France sur sa bibliothèque numérique Gallica, avec des entrées à la fois historiques et thématiques pour vous aider à vous repérer dedans. Enfin, Noël Ballet considère que la préservation de ces ensembles de documents constitue la construction d'une mémoire sur une époque donnée à transmettre aux générations suivantes. Je la cite encore, le patrimoine, c'est ce que l'on choisit de transmettre, non seulement à cause de son caractère précieux ou exceptionnel, mais parce qu'on lui reconnaît la valeur de ce témoignage. La charte de la conservation dans les bibliothèques élaborée en 2011, publiée par le ministère de la Culture, précise en un article 5, est dit patrimonial un document, un objet ou un fonds auquel est attachée une décision de conservation sans limitation de durée. Le patrimoine, c'est donc ce qu'on décide de garder. Mais pourquoi conserver ? La reconnaissance, j'ai intitulé ces parties, la reconnaissance du livre pour la jeunesse comme objet patrimonial. La reconnaissance du livre et de la littérature pour la jeunesse comme objet patrimonial, c'est aussi le résultat d'une légitimité apportée par des collectionneurs,
qui parfois lèguent leurs collections à des bibliothèques publiques, par des chercheurs. Un nombre croissant de mémoires et de thèses sont soutenus. Les formations universitaires se multiplient, diplômes d'université, masters, etc. Des associations de chercheurs se forment, comme l'AFRELOS. L'AFRELOS, c'est l'Association française de recherche sur les livres et les objets culturels de l'enfance. Associación Francesa de Investigación sobre los libros y objeto cultural de la infancia. Esta asociación tiene una revista en línea que se puede ver de manera gratuita que se llama Strenae, de Etrenne. Strenae. L'exposition Babar, Harry Potter et compagnie, en 2008, à la Bibliothèque nationale de France, grande exposition historique sur le livre de jeunesse, a donné un important coup de projecteur sur ce patrimoine, faisant suite à l'intégration du Centre national de la littérature pour la jeunesse. On suivit à la BNF des expositions Babar et Astérix, liées à des dons prestigieux, manifestant publiquement que le livre pour la jeunesse est devenu un objet digne d'être conservé et exposé. Signe intéressant, en 2014, sur les 100 chefs-d'œuvre issus des acquisitions récentes du département de la réserve des livres rares et précieux, un département de la bibliothèque qui conserve les livres les plus précieux de la bibliothèque, une exposition a été organisée pour montrer 100 documents précieux. Une dizaine étaient des livres pour enfants. Je peux vous dire que, ne serait-ce que 15 ou 20 ans avant, c'était une situation qui était impensable. Comme quoi, les choses évoluent beaucoup. Cette tradition se poursuit. Voilà. Et cette tradition se poursuit puisqu'en 2016, nous avons exposé les carnets de voyage et l'esquisse d'un grand illustrateur français qui s'appelle Georges Lemoine et qui a fait don de plus de 200 carnets de dessin, carnets de voyage, carnets intimes, à la Bibliothèque nationale de France et plus particulièrement au Centre national de la littérature pour la jeunesse. Enfin, autre signe d'une reconnaissance de ce qui s'adresse aux enfants, en France, je ne sais pas si c'était le cas ici en Catalogne cette année, la journée européenne du patrimoine avait comme thème la jeunesse. Ça a été l'occasion pour les bibliothèques de valoriser leurs fonds pour la jeunesse, notamment la Bibliothèque nationale. Dans toute la Bibliothèque nationale, on présentait des fonds pour la jeunesse. C'est assez exceptionnel. De même, autre marque de cette reconnaissance du livre pour la jeunesse, la création en 2015, dans le catalogue de la Bibliothèque nationale, d'un univers jeunesse. Il permet un accès unique à l'ensemble des ressources de la Bibliothèque nationale de France en termes de collection pour la jeunesse. Pourquoi conserver? Aujourd'hui, c'est aussi un patrimoine de prix. Même si tous les livres n'atteignent pas des prix vertigineux de certaines planches originales, par exemple, je sais que des livres de Béatrix Potter ont pu se vendre jusqu'à 220 000 euros. Des livres, un Winnie l'ourson s'est vendu 410 000 euros. Alors, ou Tolkien à 83 000 euros. Bon, évidemment, tous les livres pour enfants ou les illustrations originales des livres pour enfants ne se vendent pas à ces prix-là. Mais il existe aujourd'hui une valeur marchande des livres anciens pour enfants. En tout cas, en France, ça se développe comme ça. J'imagine qu'on doit avoir un mouvement similaire ici en Catalogne. Pourquoi conserver? C'est aussi un patrimoine fragile. Cette visibilité et légitimité nouvelle ne doivent pas toutefois nous faire oublier que nous avons affaire à un patrimoine fragile. Paradoxalement, une partie de cette fragilité, la littérature pour la jeunesse, le doit à son succès. Depuis le boom de la fin des années 70, on ne peut que constater la bonne santé économique de ce secteur éditorial, ainsi que la vitalité et la diversité de la création. La jeunesse est devenue le deuxième secteur éditorial en termes de poids économique, à la faveur
de la forte baisse de l'édition scolaire. On constate une production exponentielle, plus de 10 000 titres par an, avec une rotation des titres de plus en plus rapide. Les tirages moyens sont faibles, 3 000, 5 000 exemplaires, avec une durée de vie de 2 à 4 ans. Puis les ouvrages disparaissent des stocks des éditeurs et des libraires. Le taux de rotation des titres chez les libraires est encore plus élevé que pour la littérature générale. La bibliothèque est le lieu où on peut encore trouver certains livres, même récents, qui ne sont plus disponibles dans le commerce. Face à cette inflation de la production, les bibliothèques territoriales sont confrontées à la nécessité du désherbage. Non sais comment je dis. Despurgar. Pour répondre au manque de place et au souci de ce qu'on appelle en français la fraîcheur des collections. Hablamos de la colección como del pescado. Tiene que ser fresco. On constate également une faible pérennité éditoriale, hormis pour les grandes maisons, notamment chez les petits éditeurs qui se caractérisent par de faibles tirages et une diffusion aléatoire. Le souci de préservation est assez faible dans les familles, puisque ce sont souvent des livres dont on se débarrasse quand les enfants ont grandi. Et pose également problème en bibliothèque, où ils connaissent une forte usure, dans la mesure où la jeunesse représente en France près de 40% des prêts en France. Entre 0 et 14 ans, 38% des inscrits en France, 38% des inscrits en bibliothèque ont entre 0 et 14 ans. Mais ils représentent 43% des prêts et 45% des acquisitions de livres et de périodiques, pour 20% de la population générale. Les exemplaires déchirés, gribouillés, mâchonnés n'y sont pas rares, comme pour le montrent ces exemples. Vous voyez ? Fragilité des bibliothèques elles-mêmes. Certains fonds disparaissent et sont dispersés. Yo trabajo en el libro infantil y juvenil desde 1993 y desde este momento he visto muchas bibliotecas desaparecer. Y entonces, si no nos preocupamos de conservar este patrimonio, se evapora. Mais pour qui conserver ? C'est la première question que nous devons nous poser, évidemment. On ne conserve pas pour conserver. Le spectre des publics potentiels est assez large, du chercheur le plus pointu à l'enfant curieux. Les étudiants, les chercheurs, de plus en plus nombreux à entamer des recherches et à fréquenter des nouvelles formations universitaires. Je dois préciser que je ne sais pas si on a une situation comparable ici, mais en France, les bibliothèques pour la jeunesse accueillent de plus en plus d'adultes. Certaines bibliothèques ont près de 30% de leur public qui est composé d'adultes qui viennent travailler sur le livre pour la jeunesse, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Des professionnels du livre que nous devons former, et pour être bien formé, un bibliothécaire doit connaître l'histoire de sa littérature, et l'organisation de cette journée en est un témoignage évident. Des éditeurs qui cherchent soit à rééditer, soit à s'inspirer de livres plus anciens. Des créateurs qui ont besoin aussi de se ressourcer, de voir ce qui a été fait avant eux. Des amateurs, des collectionneurs nostalgiques qui sont à la recherche d'un livre. La semaine dernière, la semana pasada ha venido en la biblioteca una mujer que dijo a una colega: estoy buscando un libro que mi hijo leía hace unos años. No conozco el editor, no conozco el título, no conozco el autor. Pero en este libro se veía un abuelo con un bigote y mi colega que lo sabe todo dijo: bueno, muy bien, James Stevenson. Es típico, y lo tenemos, es una situación que tenemos frecuentemente. Y también, et aussi enfants et familles. À côté de la dimension scientifique que j'ai évoquée plus haut, il ne faut pas négliger la valeur fortement affective liée à ce patrimoine.
Vous connaissez tous le petit pincement au cœur que l'on peut ressentir une fois adulte en retrouvant un livre qui a marqué notre enfance. Ces émotions sont également à partager entre enfants, parents et grands-parents, dans une logique transgénérationnelle. Cuando organizamos una expo que se llamaba Barbara, Harry Potter y compañía en la Biblioteca Nacional en 2008, venían padres con sus hijos y decían, este libro lo he leído cuando pequeño. Esto es una dimensión por la cual también tenemos que conservar los libros, es una dimensión afectiva. Quels sont les critères de conservation? Après le pourquoi, cette question de que faut-il conserver, qui a le grand mérite d'obliger à confronter ces pratiques et à réfléchir en commun. Au gré des plans, en fonction des désirs et des forces des partenaires, ce sont tour à tour les genres, les auteurs, les illustrateurs, les éditeurs, les supports ou les thèmes qui peuvent être privilégiés. Je vous donnerai plus tard quelques exemples d'axes choisis par différentes bibliothèques. Il est possible de faire varier le curseur entre la notion de sélection, dans la logique d'une promotion de littérature de qualité, ou celle d'exhaustivité, si l'on choisit de se concentrer sur un auteur, un illustrateur ou un éditeur. Dans ce deuxième cas de figure, il est possible de compléter le produit du désherbage par l'acquisition d'originaux, d'affiches, de catalogues d'archives, ce qui signifie prévoir des crédits d'acquisition supplémentaires pour acheter en antiquariat ou des livres contemporains. Une première difficulté d'ordre général se pose. Comment constituer un patrimoine représentatif des lectures réelles des enfants alors que les politiques d'achat opèrent des choix très sélectifs, qualitatifs de la production courante? En effet, les politiques de conservation ne peuvent être que le reflet des politiques d'acquisition. Anne Marinet, dans un colloque organisé à la Bibliothèque nationale à Marseille en 2009, établissait la typologie suivante. Petit problème. Tipología de los libros a conservar. Les préférés, les beaux livres, les bons livres, la fiction, les albums, les contes, les romans, la bande dessinée. Un bon livre, selon Nick Diamant, ma prédécessrice comme directrice de la Journal des livres, les ouvrages qui ont marqué leur époque pour leur qualité littéraire, leur nouveauté, leur originalité, la rupture qu'ils ont représentée avec une production environnante plus ou moins médiocre. Mais aussi les incontournables, auteurs, illustrateurs, éditeurs de la région où on se trouve. Les mal aimés, les périodiques, souvent mal conservés, c'est-à-dire une littérature jugée médiocre par les bibliothécaires, qu'on trouve en supermarché, mais souvent plébiscitée par les enfants. À titre d'exemple, dans les désherbages massifs des années 80, tout le monde a jeté les livres Disney et a conservé les éditions Sourire qui mord. Le Sourire qui mord est un petit éditeur en France qui a eu une production particulièrement novatrice, mais qui est quand même un petit éditeur qui s'est beaucoup développé après 1968. Tout le monde a voulu conserver ces livres-là, mais du coup, tout le monde conserve les mêmes livres. Et les Disney, ils sont tous partis à la poubelle, si tant est qu'ils soient rentrés dans la bibliothèque. Que faire, en effet, par exemple, de la série des Martine? Je crois que Martine est connue en catalan et en castillan sous le nom de Martina, no sé si existe mucho, qui constitue un phénomène éditorial avec X albums publiés chaque année depuis 1954, qui est traduit dans quasiment toutes les langues et dont 40 millions d'exemplaires ont été vendus. Si les bibliothécaires français n'apprécient guère les Martine, il n'en reste pas moins qu'à leur joyeuse commande au Centre national de la littérature pour la jeunesse, 2/3 des chercheurs des recherches portent sur ce segment de la production. Il est essentiel que les chercheurs, dans une perspective historique ou sociologique, puissent observer le champ très large de ce qui est proposé à la lecture des enfants. De même, doit-on conserver en priorité les livres qui plaisent aux bibliothécaires ou les livres qui plaisent aux lecteurs? L'analyse du baromètre des prêts
en France montrent par exemple que les premiers livres prêtés, c'est la série des Max et Lily. Je crois que c'est aussi traduit en catalan et en espagnol. Autre catégorie, ce qu'on appelle les rétifs, difficiles à conserver. L'audiovisuel, les films, les CD, le multimédia, les jeux vidéo, supports plus difficiles à conserver car dépendants d'appareils de lecture. Les non admis, ni conservés à la bibliothèque. Mais intéressons-nous maintenant à la mise en place progressive en France de plans de conservation partagés. La conservation partagée des livres pour la jeunesse en France, qui est le résultat d'une prise de conscience récente. On l'a dit, le principe de la conservation partagée résulte d'une prise de conscience relativement récente, même si dès les origines, la bibliothèque de l'Heure Joyeuse, dont je vous ai parlé tout à l'heure, créée en 1924, première bibliothèque pour la jeunesse en France, avait le souci de préserver et de garder accessible le patrimoine, ne serait-ce qu'en mettant de côté les ouvrages importants devenus introuvables, comme cela s'est pratiqué dans de nombreuses bibliothèques de manière informelle. En 1994, le colloque « Le livre pour la jeunesse, un patrimoine pour l'avenir », organisé par l'Heure Joyeuse à l'occasion de son 70e anniversaire, a permis de constituer un premier répertoire d'une cinquantaine de lieux de conservation en France et en Belgique et de faciliter la prise de conscience des professionnels, notamment dans les bibliothèques territoriales confrontées à la nécessité du désherbage et ne sachant trop que faire des documents très anciens et en mauvais état, car manipulés et usés, et de peu de valeur à l'achat. Il y avait donc urgence de sauvegarder ce patrimoine fragile que les bibliothécaires étaient en train de mettre au pilon. L'idée de la conservation et de l'élimination partagée des documents fait alors son chemin au moment où les premiers plans de conservation partagée des périodiques sont mis en place parallèlement par des structures régionales du livre. Depuis, plusieurs journées d'études organisées notamment à l'initiative du service qui s'appelait La Joie par les livres, puis le Centre national de littérature pour la jeunesse et de la bibliothèque de l'Heure Joyeuse en 2000, 2004 et 2009. Vous avez ici les actes de ces 3 journées d'études qui ont été très importantes au plan national et pour lesquelles nous avons joué un rôle d'incitateur et d'organisateur. Elles ont permis des fructueux échanges sur la philosophie et la méthodologie de la conservation partagée. Mais qui conserve donc en France? D'abord, il y a 3 grands, avant d'évoquer cette expérience française de conservation partagée, il y a 3 grands fonds de conservation ayant vocation à conserver les livres pour la jeunesse. Premier lieu, c'est la Bibliothèque nationale de France, qui est le premier lieu de conservation des livres pour l'enfance et la jeunesse sur le territoire national. Ces collections, qui sont pour l'essentiel issues du dépôt légal, sont réparties dans l'ensemble des fonds des différents sites de la bibliothèque. Paradoxalement, nous ne sommes pas les seuls au Centre national de la littérature pour la jeunesse à la Bibliothèque nationale à conserver des livres pour enfants. Vous en trouvez dans mon département, le département littérature et art, mais aussi à la réserve de livres rares et précieux, mais aussi au département philosophie et histoire sciences de l'homme, mais aussi au département droit, économie, politique, au département de la musique, au département de l'audiovisuel, au département des estampes et de la photographie. Pendant longtemps, tous les livres qui n'avaient pas de texte, qui avaient juste des images, allaient directement au département des estampes. Mais aussi au département sciences et techniques, et puis dans des bibliothèques qui dépendent de la Bibliothèque nationale, comme la bibliothèque de l'Arsenal ou la bibliothèque musée de l'Opéra. La richesse des collections patrimoniales pour la jeunesse est également représentée dans Gallica, bibliothèque numérique, dont l'ambition, à travers différents programmes de numérisation, mais j'en reparlerai tout à l'heure, est notamment de créer une collection numérique d'œuvres de référence pour l'enfance et la jeunesse du XVIIe siècle à nos jours, et de rencontrer ainsi un large public. Enfin, la médiathèque
issue de l'heure joyeuse, s'appelle maintenant la médiathèque, enfin qui conserve le fond de l'heure joyeuse, qui s'appelle maintenant la médiathèque Françoise Sagan, qui a été, dont je vous ai dit, l'heure joyeuse inaugurée en 1924, s'est installée récemment dans des nouveaux bâtiments et c'est là que sont conservées les collections historiques de la bibliothèque de l'heure joyeuse. Et puis, du côté de la bande dessinée, il faut aussi compter avec la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, qui conserve des fonds très importants en France de bande dessinée. On l'a vu, le potentiel, mais pourquoi conserver à l'échelon régional? On l'a vu, aquí, supongo que en España y sobre todo en Cataluña, conservar al nivel regional os parece normal y evidente. En Francia, con la tradición centralizadora que tenemos, el contexto es un poco diferente. On l'a vu, le public potentiel intéressé par le patrimoine du livre pour enfants est très large, ce qui signifie que les grands fonds de conservation parisiens, la Bibliothèque nationale, la médiathèque François Sagan, auxquels s'ajoute Angoulême, ne suffisent pas. D'autant plus que le dépôt légal a pu connaître un certain nombre de lacunes pour ce type de documents jugés peu légitimes. Il est une époque où même à la Bibliothèque nationale, certains livres pour enfants disparaissaient. En dehors des chercheurs, les autres publics potentiels doivent pouvoir accéder à ce patrimoine dans une logique de proximité. Le niveau régional apparaît particulièrement pertinent, d'autant plus qu'il permet la mise en place d'un travail en réseau et en concertation, le plus souvent animé par la structure régionale du livre. Quelle définition pour un plan de conservation partagé? Un plan de conservation partagé pour la jeunesse vise à créer pour le public régional un gisement documentaire accessible et à en maintenir l'intégrité physique. Il permet en même temps l'élimination rationnelle de collections pour des équipements confrontés aux contraintes d'espace. Il vise notamment à permettre aux établissements de désherber de façon cohérente en acquérant une meilleure connaissance des collections pour la jeunesse existant sur leur territoire. En France, je ne vais pas m'étendre, le temps passe, sur l'histoire de la mise en place des différents plans de conservation partagés, depuis celui qui a été mis en place en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le sud-est de la France, en 2003, jusqu'à l'Île-de-France en 2011. Vous trouvez ici, sur le site de la FIL, c'est la Fédération internationale, la Fédération interrégionale, excusez-moi, des structures régionales du livre, une carte permettant de visualiser 7 plans en fonctionnement en bleu. 5 autres régions en rouge ont eu des projets mais qui sont pour l'instant n'ont pas abouti. Vous voyez d'ailleurs que cette carte qui date de 2013 reste à peu près valable aujourd'hui et qu'il nous reste encore beaucoup de travail avant que l'ensemble des régions françaises aient un plan de conservation partagé. Nous sommes encore loin du compte. La mise en place est de toute façon toujours très longue. En Île-de-France, un groupe de pilotage a été constitué en 2001. Les conventions n'ont été signées qu'en 2009. Les plans les plus récents ont pu tirer profit de l'expérience des plans plus anciens. Ça, c'est rappeler très rapidement les objectifs d'un plan de conservation. C'est un extrait d'un livre publié par la fédération dont je parlais tout à l'heure, la FIL, que vous pouvez trouver en ligne sur le site de cet organisme et qui donne des méthodologies pour créer un plan de conservation partagé. Participer à un plan régional de conservation, c'est s'organiser sur un territoire pour répartir la conservation de collections choisies, afin de sauvegarder un patrimoine et le faire connaître à un large public.
de répondre au manque d'espace dans les magasins et les établissements documentaires de la région, d'offrir au public un accès facilité à des collections répertoriées, complètes et localisées, de proposer au public un accès de proximité, de rationaliser les acquisitions et d'optimiser les éliminations dans un contexte de surabondance éditoriale. Voilà comment on peut résumer en quelque sorte ce qu'est doit être un plan de conservation partagé. En pratique, les étapes de mise en place d'un plan conservation sont décrites de façon très précise et synthétique dans le guide publié par la FIL, dont je vous ai parlé il y a un instant. Je n'entrerai donc pas dans le détail, mais je vais vous donner quelques indications sur la démarche globale qui a été conduite en France. Même s'il faut garder à l'esprit que chaque plan a ses spécificités. La première étape est le plus souvent une enquête sur le paysage documentaire régional. Tengo hasta la media, 25. Bueno. La première étape est plus souvent, c'est bien, une enquête sur le paysage documentaire régional destinée à recenser les établissements documentaires qui veulent participer, que ce soit pour conserver ou pour donner les collections, mais aussi à identifier les pratiques existantes en termes d'acquisition, de conservation, de désherbage et les volontés professionnelles. Sans volonté professionnelle, rien ne se passe. Un comité de pilotage peut être ensuite institué pour déterminer les orientations, le calendrier, les modalités pratiques et les moyens humains et financiers, ce qui est l'occasion d'impliquer des directeurs et des décideurs politiques. Car si les bibliothécaires sont souvent convaincus de la nécessité des plans de conservation, il n'en est pas de même des décideurs politiques, des élus, qui ne voient pas toujours l'intérêt de conserver ces livres, qui prennent de la place. Et donc il faut avoir des arguments pour leur expliquer pourquoi on veut conserver et leur montrer tout l'intérêt, notamment pour le grand public, de ce genre de plan. Le plan est souvent piloté par les structures régionales du livre, qui en France a pour objectif de développer une politique régionale en faveur du livre et de la lecture en concertation avec l'État, représenté par ce qu'on appelle la DRAC, Direction régionale de l'action culturelle, avec le conseil régional qui la soutienne. À travers ses missions d'information, de conseil, de formation, elle œuvre à la coopération des acteurs de l'interprétation du livre, auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, médiateurs, qu'elle fédère. Le périmètre d'action de ces structures peut être très différent d'une région à l'autre et peut même intégrer le cinéma, l'audiovisuel, d'autres secteurs dans certaines régions, par exemple en Aquitaine, près de Bordeaux, autour de Bordeaux. En pratique, pour être mis en œuvre, un plan doit s'inscrire dans un cadre contractuel. Une convention de partenariat est signée entre la structure régionale du livre et la tutelle de l'établissement partenaire. En général, la commune, ou en France, le département, ou ici, par exemple, la région. Les responsabilités respectives, transfert de collection, le statut juridique des documents transférés, le don est à privilégier plutôt que le dépôt. Une convention d'organisation logistique peut également être signée entre la structure régionale du livre et les établissements qui servent de plateforme pour le transfert des collections. En France, l'échelon départemental est souvent le plus pertinent. Nous avons une particularité en France d'avoir, dans la grande majorité des départements, une bibliothèque dite qui s'appelait avant bibliothèque départementale de prêt et qui avait principalement pour mission de s'adresser, de coordonner l'action en direction des villes de moins de 10 000 habitants et qui maintenant a un rôle plus d'aide, d'ingénierie culturelle et d'aide aux petites bibliothèques municipales. Le choix des axes documentaires repose sur le volontariat et n'est pas forcément à inscrire dans la convention puisqu'il reste évolutif. Le dispositif peut commencer de manière modeste et pragmatique. L'essentiel est de pouvoir compter sur un engagement et des moyens humains pérennes. Les critères thématiques sont pertinents du point de vue de la politique documentaire, mais plus difficiles à mettre en œuvre sur le plan opérationnel.
dans un contexte collectif, car plus subjectif. Bateau, écologie, nouvelles technologies. J'ai un problème avec mes images. C'est pas grave. C'est pas grave. Les principaux... alors, gérer un plan, ça suppose des envois de titres proposés en don, la réponse des bibliothèques de conservation, la préparation de cartons. Nous avons un métier très physique, faire des listes, des bordereaux de transfert, le dépôt à la plateforme, en France, la bibliothèque départementale de prêt, puis d'organiser les transferts, la récupération des cartons, mais surtout après le signalement dans les catalogues. Voyons quelques points forts et points faibles. Étant donné l'expérience accumulée par les différentes régions, il paraît possible de souligner quelques ingrédients pour la réussite d'un plan. La nécessité d'un pilotage fort, le plus souvent par une structure régionale. En Île-de-France, le plan a été rendu possible par la création d'une structure régionale en 2008. Malheureusement, cette structure vient d'être supprimée. Je vous dirai tout à l'heure les conséquences que ça a. L'implication et le volontarisme des acteurs, la formalisation par le biais de conventions qui permettent une pérennisation du dispositif. Le lancement d'un plan engage nécessairement l'établissement tout entier et oriente sa politique documentaire. Il permet de trouver les articulations nouvelles entre entre patrimoine et lecture publique et permet de dépasser certains clivages entre fonds anciens et sections jeunesse. Comme le montre par exemple l'exemple d'une exposition qui avait été conçue en 2012 par la bibliothèque municipale de Versailles et qui mêlait des fonds venant d'une des bibliothèques du réseau et des bibliothèques centrales. Au-delà de la conservation partagée, il existe des bénéfices collatéraux du travail en réseau. En PACA, ce qu'on appelle PACA, c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur. Par exemple, le pôle de conservation L'Île aux Livres à l'Alcazar, l'Alcazar c'est la bibliothèque municipale de Marseille, joue un rôle de centre de ressources et de formation au niveau régional. Du côté des difficultés, on peut noter la question du signalement des collections dans les catalogues. Néanmoins, ces plans sont fragiles et soumis aux aléas politiques. Je vous le disais, en Île-de-France, la région qui comprend Paris et sa banlieue, la nouvelle majorité du conseil régional a décidé la suppression de la structure régionale qui s'appelait le Motif, qui était porteuse du plan de conservation partagée. À l'heure où je vous parle, nous sommes toujours en discussion avec les représentants de la région pour trouver une solution de remplacement. Faute de solution, ce plan qui a nécessité plusieurs années pour sa mise en place pourrait disparaître. De plus, la région Île-de-France est très compliquée parce que c'est plusieurs départements, beaucoup de bibliothèques, et donc ça a été très long à mettre en place, mais aujourd'hui, c'est un plan qui est extrêmement fragilisé. Par ailleurs, comme vous le savez peut-être, une importante réforme territoriale impulsée par le précédent président de la République a redessiné la carte des régions et réduit le nombre, passant de 22 régions à 13 régions. Cette réforme n'est pas sans conséquence sur les structures régionales du livre. Au mieux, il y a des regroupements, ce qui peut être bénéfique. J'ai vu un exemple récemment, se regroupent la région autour de Montpellier et la région autour de Toulouse, ce qui a pour conséquence, autour de Toulouse, ce qu'on appelait la région Midi-Pyrénées, il y avait un plan de conservation pour la jeunesse, et comme il n'y en avait pas autour de Montpellier, il a été décidé de créer maintenant un plan de conservation autour de Montpellier. Je viens de l'apprendre cette semaine. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, et c'est une conséquence positive. Excusez-moi. C'est une conséquence positive de cette réforme, puisque au lieu de faire disparaître un plan de conservation, ça a conséquence d'élargir le plan de conservation. Mais dans d'autres cas, certaines structures régionales ont purement et simplement disparu, la majorité politique ne souhaitant pas les conserver.
Quelles seront les conséquences, de manière générale, pour les plans de conservation partagés? Nous ne le savons pas encore. C'est quelque chose qui est en train de se faire. Un plan de conservation partagé doit être constamment redynamisé si l'on veut qu'il s'inscrive dans la durée. Faire vivre le plan nécessite de valoriser les collections conservées pour toucher un public toujours plus large. En 2009, la question posée par notre troisième colloque, la conservation partagée des fonds pour la jeunesse à l'heure de la valorisation des collections, qui s'était tenue à Marseille, posait cette question cruciale de la valorisation. La dernière intervention, différents exemples ont été évoqués dans ce colloque, donc vous pouvez vous procurer les actes. La dernière intervention, elle, évoquait la question de la numérisation et la perspective d'un plan de numérisation concerté. Mais je terminerai mon intervention par l'évocation de cette question de la numérisation, qui est une nouvelle étape dans la valorisation des fonds de conservation. La question est celle de la valorisation des collections afin de donner la visibilité aux fonds ainsi constitués auprès des tutelles, du public et des professionnels. Par exemple, alors, où est-ce qu'elle est ? Bon, ah oui, excusez-moi, c'était là. Par exemple, plusieurs expériences. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, une grande exposition a eu lieu qui s'appelait les Expéditions imaginaires à l'occasion de Marseille 2013. En Bourgogne, a lancé des projets d'exposition itinérantes qui ont itinéré dans toute la Bourgogne, de septembre 2011 à février 2013, 11 étapes dans 4 départements de Bourgogne, une quarantaine d'ouvrages issus des fonds des bibliothèques participantes et présentés dans une mise en scène conçue et réalisée par Véronique Daven. Espace d'une chambre, table de chevet qui s'ouvre, tiroirs et cachettes. Plus récemment, une exposition qui a connu une vingtaine d'étapes dans 4 départements de la Bourgogne, d'octobre 2015 à décembre 2017, qui s'appelle « À l'abri je lis ». Là, ce sont une soixantaine de livres pour la jeunesse qui sont devenus rares et précieux, édités entre les années 1960 et 2000. Vous voyez d'ailleurs que le patrimoine, ce n'est pas nécessairement des livres très très anciens, ça peut être des livres simplement des 40 dernières années, et c'est le plus fréquemment le cas dans les plans de conservation partagés. Une soixantaine de livres issus des bibliothèques partenaires qui ont été découverts dans une mise en espace qui partait de 3 mots-clés: cabane, abri, refuge, avec l'idée de construire un lieu d'intimité avec les livres. Espace qui se voulait ludique, offrant la possibilité à ceux qui le souhaitaient de pénétrer dans l'espace par la grande porte ou par un petit trou de souris. Autre série d'expositions itinérantes en Haute-Normandie, en Midi-Pyrénées aussi, avec une tournée régionale tous les ans d'auteurs illustrateurs. La démarche de Midi-Pyrénées est intéressante parce qu'elle met toujours en regard des auteurs d'aujourd'hui avec le patrimoine d'hier. Et c'est une démarche montrant que le patrimoine est vivant et qui ne se tient pas, que ce n'est pas quelque chose de mort, avec l'organisation de rencontres avec beaucoup d'auteurs. Mais aussi récemment en Île-de-France, la bibliothèque Françoise Sagan avait organisé une très belle exposition qui s'appelait « Ce fameux livre ». Este libro famoso. Esto no está en la traducción catalana porque lo adjunto ayer. Esta exposición tenía como idea de pedir a 40 ilustradores de escoger un libro de su infancia, un libro importante en su desarrollo personal y de proponer una ilustración personal a partir de este libro. Y esto fue una exposición que tuvo lugar en la biblioteca Françoise Sagan en el 2015. Sí, pero ya estoy casi bien.
Indépendamment de l'existence ou non d'un plan de conservation partagé, de nombreuses expositions ont lieu autour de ce patrimoine. Como lo habéis visto, solo 7 regiones tienen un plan de conservación compartida, pero en otras regiones hay exposiciones a propósito de literatura infantil. Por ejemplo, en Bretaña, en Rennes, donde no hay un plan de conservación compartida, trataron de hacerlo, pero de momento no lo han logrado. Han hecho en el 2013 una magnífica exposición que se llamaba Imagen de Alice au Pays des Merveilles. Une autre forme, et ça me permettra d'aller vers la fin de mon exposé, de valorisation, c'est la numérisation des collections. La Bibliothèque nationale de France a mis en place un programme dit de numérisation concertée des livres pour la jeunesse. Donc, parallèlement à la mise en place d'une politique de conservation partagée, il est intéressant d'évoquer aussi brièvement l'action de la Bibliothèque nationale de France en faveur de la numérisation des collections. Même si, en réalité, elle porte sur des livres beaucoup plus anciens, puisqu'elle porte sur des livres du domaine public. Mais la conservation qui se fait aujourd'hui, c'est la numérisation de demain. C'est une autre forme de valorisation des livres pour la jeunesse patrimoniaux. La bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France et ses partenaires, que vous voyez ici, est en ligne depuis 1997. Elle s'enrichit chaque année de milliers de nouveautés et offre aujourd'hui accès à plusieurs millions de documents. La Bibliothèque nationale de France s'est investie depuis 2008 dans une stratégie de coopération numérique en apportant un soutien marqué à la numérisation des collections patrimoniales françaises. Cette démarche obéit aux principes suivants: un périmètre national, une ouverture à tout type de partenaires, un copilotage et la pluriannualité, avec un choix d'imprimés, livres et revues en français et dans les langues dites de France, une diffusion libre et gratuite sur Internet, avec une fédération des ressources dans Gallica pour une conservation pérenne. À partir de 2011, un partenariat se met en place avec la médiathèque Françoise Sagan, Fonds patrimonial Or-Joyeuse, qui donne lieu dans un premier temps à la numérisation d'une partie des collections de cette bibliothèque. En 2014, la Bibliothèque nationale de France et la bibliothèque François Sagan ont lancé un appel à numérisation concertée dans le domaine de la littérature pour la jeunesse, qui était ouvert à tout type de bibliothèque. L'objectif était de concevoir un dispositif organisé et concerté au niveau national. 8 projets ont été retenus en 2015, qui ont permis de numériser plus de 1200 titres qui ont été mis en ligne entre 2015 et 2016, soit 230 000 pages. À l'issue de cet appel, les dossiers de candidature déposés en avril 2015 ont été évalués par la Bibliothèque nationale de France, la médiathèque Françoise Sagan, qui ont émis des avis sur la base de critères documentaires et techniques fixés par le règlement de l'appel à initiative. Et ainsi, 8 projets ont été retenus. Un projet venant de Normandie, un projet de Boulogne-Billancourt, une ville de la banlieue parisienne, qui a une bibliothèque dite des années 30, une très belle bibliothèque. Un projet venant de la bibliothèque Diderot à Lyon, un projet de la BMVR Alcazar de Marseille, un projet à Nice, un projet à Sèvres, région parisienne, qui conserve les archives de l'éditeur Hetzel, un grand éditeur français du 19e français, un projet de la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg et un projet de la Bibliothèque municipale de Toulouse, qui est un grand fonds de conservation de livres anciens. Aujourd'hui, tous ces documents sont en ligne et sont récupérables. C'est-à-dire que vous pouvez les consulter sur le site de la Bibliothèque nationale, mais vous pouvez aussi reprendre ces documents et les insérer dans vos catalogues. Et c'est ce que peuvent faire toutes les bibliothèques. La numérisation offre une perspective de démocratisation de ces fonds de conservation, puisqu'elle les rend accessibles à tous. Pour conclure, je voudrais dire que
ces actions de conservation, on peut considérer qu'il y a un bilan globalement positif. Mais beaucoup reste à faire. On peut souligner le rôle déterminant des structures régionales du livre, mais s'inquiéter d'une couverture géographique qui est encore insuffisante. Une couverture thématique qui est lacunaire, une couverture éditoriale qui est lacunaire. Mais, et c'est sans doute là le plus important, c'est la valorisation qu'on fait, parce qu'on fait vivre ces collections auprès d'un grand public. Et c'est ça qui est fondamental, je crois, dans ces opérations de conservation ou de numérisation. Voilà, mon exposé va se terminer là et je voudrais dire que pour aller plus loin, vous avez un certain nombre d'outils que vous trouvez en ligne sur le site du Centre national de la littérature pour la jeunesse, sur celui de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture, mais aussi, pour ce qui concerne la numérisation, sur le site de la Bibliothèque nationale de France. Alors, pour terminer sur cette journée, je voudrais dire, il y a quelque chose qui témoigne de la vitalité du livre pour la jeunesse, de ce patrimoine, c'est aussi ce qu'en font les créateurs, les réalisateurs en termes de cinéma, qui s'inspirent beaucoup de la littérature pour la jeunesse. Nous allons organiser le 15 novembre de l'année prochaine un grand colloque sur cinéma et littérature pour la jeunesse. Et je voulais terminer, mais là je n'ai pas l'image, sur l'image du film qui a été créé par Christophe Honoré, un auteur français qui a beaucoup écrit pour la littérature pour la jeunesse, mais qui a aussi fait des films pour adultes, et qui a, l'année dernière, proposé un film à partir d'un livre qui est le grand classique de la littérature jeunesse pour la jeunesse française, qui s'appelle Les Malheurs de Sophie, de la comtesse de Ségur. Je ne sais pas si la comtesse de Ségur est connue en Espagne, mais en France, si quelqu'un connaît un seul livre de littérature de jeunesse historique, c'est Les Malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur. Et il a proposé une adaptation au cinéma de ce film. Ce qui montre que ces titres gardent une vitalité, une importance pour des publics encore d'aujourd'hui, alors qu'ils nous viennent de très loin. Merci. No sé si hi ha algú dels presents que vulgui fer alguna pregunta al senyor Vidal Naquet. De fet, tenim molt ben tot aquí, tot el que he explicat aquí, per poder anar mirant més. Sí? La Nati? Por favor, si puedes hablar, si no le molesta hablar en castellano, lo entender mejor. No hay problema. Hola. Si nos podrías explicar, Jacques, un poquito más a fondo, digamos, cómo relacionáis Les Joyeux de la Mediateca François Sagan y la Biblioteca Nacional de Francia. Es decir, ¿qué hace cada una de las instituciones? Sí, se lo puedo explicar. Bueno, son dos bibliotecas bastante distintas. La Biblioteca Nacional, como lo dice su término, es una biblioteca nacional. La Biblioteca Les Joyeux es una biblioteca histórica por su creación en 1924, pero que depende de la ciudad de París. Es la Biblioteca de la Ville de París. Entonces, hay un vínculo, una colaboración que se hace entre nosotros, pero la biblioteca de Les Joyeux, la biblioteca François Sagan, tiene un papel sobre todo de biblioteca en París, para el público de París. Y la historia hace que conserva un fondo histórico bastante importante, pero es un fondo escogido, seleccionado. Son los mejores libros y siguen comprando los mejores libros. En la Biblioteca Nacional conservamos todo. Por supuesto, también compramos
libros antiguos que van en las reservas, que son particularmente interesantes, pero la idea fundamental es que conservamos todo por el depósito legal. Entonces, esta reparación es esta: una biblioteca municipal y una biblioteca nacional. Una biblioteca municipal con un papel un poco específico por la riqueza de su colección, y que siempre ha tenido vocación a impulsar con nosotros programas nacionales. Queda un poco difícil de explicarlo, pero es así. Es el punto de unión vuestro, sería en que todos los proyectos que son a nivel nacional colaboráis las dos instituciones. Sí, tenemos muchos puntos de colaboración en la numerización, digitalización, como lo he explicado, pero también organizamos jornadas de estudio como esta de manera conjunta, cada año casi. Este año vamos a organizar de manera conjunta una jornada sobre la literatura infantil en los años 68 y más allá. Y tenemos esas jornadas, y también tenemos intercambios de personal, puesto que teníamos una chica que trabajaba en nuestra, que se ha ido a trabajar allí, y nosotros tenemos en ese momento alguien que trabajaba en la biblioteca, pero esto no es institucional, y que trabaja ahora en nuestra casa. Pero tenemos además también amistad, que es muy importante para ir más adelante en los proyectos entre los personales, el equipo de uno y otro. A nivel de personal de recursos humanos, ¿cuánta gente más o menos? En el centro, en mi centro. ¿Y si sabes cuánta gente forma parte de L'Heure Joyeuse? Bueno, en el L'Heure Joyeuse yo creo que la biblioteca, que no solo es una biblioteca infantil y juvenil, que es una biblioteca de barrio cerca de la Gare du Nord, es una biblioteca que cuenta, creo, algo como 50 personas, pero no lo puedo garantizar. En el Centro Nacional de Literatura Infantil, teóricamente somos 24. Lo digo teóricamente porque a veces hay unos que están enfermos, otros que están esperando niños, lo que es, no vamos a pensar que es mal, puesto que son nuestros futuros clientes. Y también diferente, pero más o menos 24 personas por un centro que tiene muchas actividades. ¿Sí? Gracias. No, gracias a usted. Muchas gracias. Lo dejamos aquí. ¿Otra? Sí, Gloria. Quizás se escapa un poco, pero aprovecho que estás aquí. La biblioteca de Clamart, que nos han llegado noticias de que se buscaban firmas porque cerraban y había todo un movimiento. ¿En qué momento está esta biblioteca? Bueno, la biblioteca de Clamart es algo muy complicado que necesitaría bastante tiempo para explicar, como se dice en francés, les tenants y les aboutissants. Pero hoy en día esta biblioteca sigue abierta, pero hay que hacer obras. Es una biblioteca de una arquitectura magnífica. Si tenéis la oportunidad de ir a visitarlas, hay que verla. Era la primera vez que se construía para los niños un edificio por un arquitecto pensado para los niños. Es un sitio magnífico. Pero el tiempo ha pasado. El edificio está bastante estropeado, entonces hay que hacer obras, entonces tiene que cerrar para hacer obras. Y por otra parte, hay otra situación, es que hay una biblioteca municipal que está a 200 metros con una sección infantil y juvenil. Entonces, una sección infantil y juvenil en la biblioteca municipal, otra en la biblioteca de Clamart, hay un problema que no se resuelve desde bastantes años de público, porque no hay el público para las dos bibliotecas. Entonces, hay que ir en colaboración, y esto es un lío.
Tanquem aquí. Moltes gràcies, senyor Vidal Naquet. I següent, no? Molt bé.